Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Vous nous retrouvez tous les jours à la télévision via vos box à 20h30. Vous nous suivez également en replay sur bismart.fr tous les jours ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une échéance intéressante, particulièrement à décrypter, une échéance trimestrielle qui aura couvert ce rebond des grands indices après le choc de Liberation Day, la séquence allant du 2 au 9 avril qui a été effacé en bonne partie à l'occasion de cette échéance du mois de mai. Un rebond violent que nous décrypterons bien sûr avec les trois sorciers de Smart Bourse qui seront avec nous en plateau dans quelques instants avec une séance relativement calme. Il ne se passe plus grand chose désormais sur les indices depuis que le S&P 500 notamment est revenu à l'équilibre, remettant les compteurs à zéro depuis le 1er janvier. Peu de mouvements à signaler également sur le dollar et plutôt une petite détente également sur les rendements obligataires à long terme. Pauline Gratel vous apportera tous les détails dans un instant avec quelques situations d'entreprise particulières. On retiendra aujourd'hui le départ du patron de Novo Nordisk, le grand patron de Novo Nordisk depuis 8 ans, qui jette l'éponge. Le cours de bourse a bien progressé sur 8 ans, mais depuis un an, l'histoire est un peu différente avec un cours de bourse qui a été divisé par deux et qui explique sans doute ce changement de management. Le conseil et la fondation qui dirige Novo Nordisk explique qu'il y a besoin d'un nouveau leadership aujourd'hui pour le groupe spécialiste des traitements contre le diabète et contre l'obésité. Et puis à l'inverse, on retiendra, une fois n'est pas coutume, dans le secteur du luxe, une publication qui est plutôt bien appréciée, celle de Richemont en Suisse, la maison mère de quartier qui voit son cours de bourse rebondir fortement après ces chiffres trimestriels. Voilà pour l'ambiance du jour sur les marchés, décryptage de cette échéance trimestrielle dans un instant, je le disais, avec les trois sorciers. Puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme une fois par mois, nous retrouvons les équipes du Café de la Bourse pour un moment de décryptage boursier et le match entre PEA et Assurance Vie à retrouver dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir avec Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse. Échéance donc sur les marchés aujourd'hui et tendance, mon ami, nous en parle avec Pauline Gratel comme chaque soir en ouverture de Smart Bourse. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Vous nous apportez les infos clés du jour sur les marchés. Oui, jour d'échéance trimestrielle, échéance mensuelle pour le mois de mai, l'occasion de regarder effectivement ce qui s'est passé sur un mois glissant pour les grands indices actions. Oui, en Europe, le Stoxx 600 a démarré la séance du jour en hausse de 0,6% avant de réduire ses gains pour évoluer à l'équilibre. Sur un mois, l'indice grimpe de 8%. En France, le CAC 40 était en hausse dans la matinée au-delà de 7 900 points avant de lui aussi réduire ses gains et d'évoluer autour de l'équilibre à 7 850 points environ. L'indice progresse de 8% sur un mois. Aux États-Unis, les indices ouvrent autour de l'équilibre. Le S&P 500 est en hausse de 5% cette semaine et gagne plus de 10% sur un mois. Le Nasdaq, lui, bondit de 17% sur un mois et le Dow Jones gagne environ 8%. Parmi les chiffres macro du jour, l'agenda était relativement léger. On retiendra quand même le taux de chômage français qui a été publié. Oui, en France, au premier trimestre, le taux de chômage remonte légèrement par rapport au trimestre précédent, mais parfaitement conforme aux attentes, à 7,4% de la population active. On a également pris connaissance de la balance commerciale de mars en zone euro. L'excédent commercial de l'ensemble de la zone s'établit à 36,8 milliards d'euros. Les exportations vers le reste du monde progressent de 13,6% par rapport à mars 2024. Et puis sur le marché obligataire, on retiendra une stabilisation aujourd'hui, notamment sur la partie américaine. Oui, les taux longs américains qui s'étaient tendus cette semaine avec un rendement à 30 ans qui flirtait avec les 5% se détendent d'une dizaine de points de base pour s'établir autour de 4,85% pour le 30 ans. Le rendement à 10 ans, lui, évolue autour de 4,40%. En Europe, même mouvement de détente pour le 10 ans allemand qui évolue autour de 2,55%. Du côté des changes, le dollar reste stable avec un euro-dollar se traitant à 1,12. Et puis Richemont qui fait office d'exception, on va le dire comme ça, dans le secteur du luxe avec une spécialisation autour de la joaillerie. Les résultats de Richemont en Suisse sont salués par le marché. Oui, Richemont brille après sa publication. Le titre bondit de plus de 7% au cours de la séance après avoir fait état d'un bénéfice net annuel en hausse de près de 17% porté par ses activités de joaillerie. Le chiffre d'affaires progresse de 4% à 21,5 milliards d'euros malgré des difficultés en Asie-Pacifique, zone pour laquelle le chiffre d'affaires recule de plus de 10%. Le dividende, lui, augmente de près de 10%.
Et puis Novo Nordisk prend acte d'un besoin d'un nouveau leadership et annonce le départ de son directeur général. Oui, le titre chute de 4% après cette annonce. Dans son communiqué, l'entreprise pharmaceutique indique se séparer de son directeur général pour 2 raisons. Les récents défis auxquels Novo Nordisk est confronté sur le marché et l'évolution du prix de l'action depuis mi-2024. Le titre a en effet perdu la moitié de sa valeur en un an. On retiendra également la baisse marquée, à 2 chiffres d'ailleurs, du titre Eutelsat aujourd'hui. Oui, l'opérateur français de satellite a plongé de 11% au pire de la séance ce matin. Dans les premiers échanges, le groupe a publié des revenus en repli de 2% en données comparables sur le 3e trimestre, mais c'est relativement conforme aux attentes. Les dirigeants ont également évoqué une levée de fonds pour réduire la dette et couvrir les besoins d'investissement de Eutelsat. Quels seront les temps forts de la semaine prochaine sur les marchés, Pauline ? Les investisseurs prendront connaissance de la seconde estimation d'inflation en zone euro pour le mois d'avril. L'inflation du Royaume-Uni est également attendue pour avril aussi. Et les investisseurs regarderont toute une série de PMI préliminaires pour le mois de mai aux États-Unis et en zone euro. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et une fois par mois, le 3e vendredi du mois, vous le savez, c'est jour d'échéance, une échéance mensuelle et même trimestrielle aujourd'hui. Non, une échéance mensuelle, mais oui, pourquoi je dis trimestrielle, ça n'a rien à voir. Échéance mensuelle et nos 3 sorciers sont quand même là ce soir. Romain Dobré avec nous, consultant pour Bourse Direct, cofondateur de l'atelier des options. Bonsoir Romain. Bonsoir. Merci d'être là. Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil est à nos côtés. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir tout le monde. Philippe Béchade, président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, nous accompagne également. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci d'être là. Oui, je disais Romain, une échéance particulièrement intéressante à décrypter parce qu'elle a vu les grands indices actions recouper une bonne partie des pertes qui avaient été accumulées pendant la séquence de Liberation Day. L'échéance d'avril avait été quand même particulièrement négative. Pour autant, c'est une échéance qui n'a pas déclenché d'intérêt de la part des investisseurs. Non, c'est effectivement la grande question au cours de ce rebond. En tout cas, sur les futurs, donc sur les contrats à terme, on n'a pas vu tout au long de la hausse de création d'intérêt, de contrats en plus. Sur le CAC 40, on a progressé de 7%, la position ouverte a baissé de 8% et elle était déjà à des plus bas historiques. Donc, vraie question sur le sujet. Il y a un problème structurel de volume et d'intérêt sur le CAC 40 depuis longtemps. Sur l'Eurostoxx, 8% de progression, la position ouverte hier soir a baissé de 2%. Et sur le S&P qui a rebondi de 15%, la position ouverte a baissé de 4%. C'est anormal ? C'est pas logique, c'est pas fréquent en tout cas. Alors anormal, je sais pas ce qu'est la norme, mais on peut dire que probablement les gros acteurs, les grosses mains du marché n'ont pas participé à ce mouvement, à tort ou à raison. Le retail est probablement pour une grande partie de cette hausse et de ce regain d'intérêt. La donne change en tout cas, et ça c'est quand même assez remarquable. Ce qui est remarquable aussi, c'est le parcours du DAX. Ah oui. Qui Vous êtes venu avec le graphique du DAX. En vue mensuelle, c'est ça, on voit la belle bougie verte là oui, qui est incroyable, la bougie déjà, et puis derrière une bougie pareille mensuelle, un gap haussier mensuel lui aussi, et de nouveau plus haut. C'est-à-dire qu'on s'étonnait un peu il y a 2 mois du manque de réaction par rapport à l'énorme plan de soutien allemand. On en voit les conséquences aujourd'hui. Donc ça c'est très très étonnant. Autre phénomène très très étonnant dans cette réaction de marché quasi instantanée, hyper rapide, c'est le changement de consensus et d'état d'esprit des opérateurs. On est passé d'un consensus qu'on décrivait au mois de mars comme assez complaisant, avec un risque de retracement des configurations qui incitait à une prise de bénéfices. Avant le 2 avril. On était déjà dans une situation de marché, et on peut revisionner effectivement les 3 sorciers du mois de mars. On parlait d'une phase de distribution depuis longtemps, et donc de risque de déclenchement d'alerte baissière. Alors évidemment, les news ont enfoncé le clou. On est passé de ce consensus à un consensus hyper négatif d'un coup, et là, en un rien de temps, on repasse à un consensus qui est très, très optimiste. On a des ratios put-call qui, sur les 3 indices que je viens de citer, sont autour de 0,7 à 0,80. Donc on est optimiste déjà, alors qu'on est tout en haut de marché et que
si on regarde les graphiques de prix, le DAX est haussier, il n'y a pas d'invalidation, bien entendu. Peut-être à court terme des signes d'épuisement, de manque de momentum, de consolidation possible après 30% de rebond, même un peu plus maintenant. Ce serait légitime qu'on marque une pause, mais on n'a pas de signe de fragilité. En revanche, on a cette question effectivement de l'absence complète d'intérêt sur les futurs. Ça, c'est quand même signe que le marché s'est construit sur peu de force, peu de momentum. Et on l'avait déjà vu fin 2018, début 2019. Le début du mouvement de hausse s'était formé sans intérêt, mais il était arrivé ensuite. Mais là, avec le mouvement qu'on a connu, il paraît difficile de retrouver du momentum tout de suite. Donc la séquence va être intéressante. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a déjà un gros tri qui est en train de s'opérer parmi les valeurs. Il y avait des tentatives de rebond sur beaucoup de titres. Et on voit des titres comme Ubisoft, qui après quelques jours de rebond sont sanctionnés. Rémi Cointreau, c'est la même chose. Edenred aussi. Donc on a un tri qui est en train de s'opérer sur le marché et la séquence là à venir va être vraiment intéressante. Qu'est-ce qu'on peut dire du S&P 500 aussi, qui renoue avec les niveaux de début d'année? Donc on a effacé le choc de Liberation Day et repris même un petit peu de terrain qui avait été perdu avant les annonces tarifaires de Donald Trump. Bien, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est cette résilience qui est incroyable aussi. On a réagi parfaitement sur la borne basse du canal haussier de long terme. Ça reste hyper technique. On approche de niveaux top sur lesquels on avait eu de la distribution, on le voyait, mais on est allé un peu vite à la baisse. En général, les retournements de tendance comme ça mettent plus de temps. Et là, on a... Vite à la baisse ou à la hausse? À la baisse. Ah, oui, oui. On a baissé tellement rapidement que normalement, des structures de retournement mettent plusieurs mois à se mettre en place. Là, c'est au bout de 3-4 mois et cette accélération baissière brutale. Donc, on a un marché qui n'a pas purgé et on arrive sur des tops avec manque de momentum, manque d'intérêt et on peut se demander quelle va être la suite pour le S&P. Je ne suis pas sûr qu'on retrouve la même dynamique que celle qu'on trouve sur le DAX, par exemple. C'est allé trop vite pour que ce soit sain? Oui. Ouais, sur le SP500, j'aurais répondu waouh, c'est-à-dire c'est incroyable ce mouvement avec beaucoup de, j'ai l'impression, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais manipulation de marché par des annonces à des moments précis, c'est vraiment à la limite, parfois, pour certains acteurs comme moi, et je connais d'autres, de l'écœurement. C'est-à-dire que c'est tellement violent, ça va tellement vite, il y a de quoi sauter. Alors, dans la diminution des... C'est particulier ce qui s'est passé. Ah oui, mais bien sûr. Non, mais, moi, j'ai jamais vu ça. Oui, ça fait 30, 40 ans que vous êtes... 43. 43, bon. On en a vu des crises, des moments... Bah oui, justement. Des comme ça. Et Trump, c'est pas la première fois qu'on le voit dans le marché. Il y a un chef d'orchestre, quoi. Et quand Romain dit il y a des positions futures qui ont baissé, alors j'ai envie de lui répondre, je pense qu'il y en a qui se sont fait tarter et puis ils ont sauté de tout à la baisse puis à la hausse, et ça c'est certain. Donc au bout d'un moment, les spéculateurs, en tout cas toute la partie, alors ok, la partie arbitragiste, elle continue son job, mais la partie des spéculateurs, etc., eux, ils se sont pris des claques, une porte de saloon ou deux, et puis c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ce sont des mouvements qui démarrent parfois, au lieu d'attendre 22 heures l'échéance, au moins des options jour, l'annonce est faite, je ne sais plus, à 18h30, et puis après la suivante, elle est faite à je ne sais plus quelle heure, puis la dernière, c'était 9h pile, l'ouverture des marchés en Europe, ils annoncent un truc pas mal, hop, le marché monte, mais il n'y a même pas l'accord entre la Chine et les États-Unis, il n'y a même pas le temps de se préparer. Semaine, les derniers accords, là. Mais voilà, c'est tout le temps bizarre, donc, exploiter... Parce que le graphique, là, avec des parallèles, des parallèles, il me faut plus que 2 points que ça. Alors, ok, je veux bien. Il y en a pas mal. Non, justement, il n'y en a même pas 2. Il y en a 2 ou 3, mais ça n'est pas vraiment bien clair. Parce qu'il y en a, en tout cas, de ce que j'ai vu, là, il y a 1, 2, 3. Il n'y en a que 2 dans la hausse. Et dans la descente, j'en vois 2, mais ils sont tous transpercés à un moment donné. Il y en a 4 depuis 2020, en fait. Mais parce qu'on voilà, ok. Mais pour moi, ça me semble quand même... Et puis après, c'est vrai, quand je me remonte très loin dans le temps avec des chiffres qui partent de 3000 jusqu'à 6000... je préfère avoir un graphique en log, quoi, parce qu'au moins je vois bien les pourcentages. Oui. C'est un peu plus facile. Bon, toujours est-il que, en tout cas pour exploiter par exemple des moyennes mobiles ou des choses comme ça, c'est même pas la peine. Ça va tellement vite. Il n'y a plus de repères, quoi. Non. Tout saute. Les repères de calcul mathématique, comme une moyenne mobile simple, c'est violent. On passe d'un point bas où à la limite tous les indicateurs pourraient dire faut shorter, faut vendre, enfin faut rester vendeur éventuellement, et tout d'un coup, boum,
pas le temps de dire ouf. De toute façon, les algos, ça va très vite. Ils entendent, enfin, ils détectent un mot, une phrase. Qu'est-ce qu'ils font? Déjà, ils enlèvent leur vente et ils achètent. Donc, il n'y a plus rien. Et ils vont tous dans le même sens. À cela, on ajoute les pauvres spéculateurs qui courent après, qui veulent se racheter. Là, les vols, elles étaient gigantesques. Moi, j'ai discuté avec des patrons. Ils ont fait des affaires, mais inimaginables. Oui. Parce que les gens étaient prêts à payer n'importe quoi pour se couvrir. Mais n'importe quoi. Il y avait des marges 10 fois supérieures à celles qu'ils faisaient habituellement. Dans les salles de marché, ils se sont régalés. Mais ils prenaient parfois un petit peu de risque de contrepartie. Mais bon, le boulot d'un trader dans la banque, c'est de dire, bon, je te fais un prix, tac, c'est ça ou rien. Parce que lui aussi, bon, il peut être amené à prendre un risque. Bon, mais s'il a l'acheteur et le vendeur, c'est fantastique. Non, c'est des marchés qui ont réagi à des annonces avec des conséquences sur la construction et donc sur la gestion du gamma, des positions complexes, etc., qu'on a rarement vues aussi violentes. Mais là, j'allais dire, c'est assaini, on a remis les compteurs à zéro, ou ce qu'on décrit là, on va en voir encore les conséquences. Moi, je pense qu'on est toujours dans l'œil du cyclone. Demain. D'accord. Moi, je pense que c'est pas fini, je pense. Il y a quand même beaucoup de menaces devant nous. Déjà, les taxes douanières telles qu'elles sont mises actuellement, c'est vrai qu'ils les ont presque remis à zéro, mais pas vraiment. Ah bah non, pas du tout à zéro. Elles sont à 15-17%. Oui. Non, mais je veux dire, la Chine, c'est 30. C'est plus, c'est 50. 48. Non, mais en plus. Non, mais en plus. C'est-à-dire que comme ils étaient à 145, ils sont passés à 50. Oui, venant de 145, c'est divisé par 3. Mais on va le retrouver, ça, dans les importations, etc., dans la partie. Bon, ok. D'accord. Donc, et on ne sait pas. Et le marché va être surpris par ça. Mais moi, ce qui me surprend, c'est qu'il pourrait être surpris. Mais le problème, c'est que les algos, ils n'ont pas d'état d'âme. En tant qu'humain, quand vous achetez, vous êtes déjà en train de penser à la news qui peut arriver. C'est-à-dire, vous dites, bon, là, il annonce, par exemple, une nouvelle extrêmement violente, mais ils vont négocier. Le problème, c'est que la nouvelle, qui a été très violente à la baisse, a créé un mouvement de baisse auquel même on ne pouvait pas s'y attendre, puisque nous, en tant qu'humains, on se dit, ouais, mais ils vont négocier. Et puis, après, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'il annonce la suppression... La suspension, la pour 90 pause pour 90 jours. Eh bien, là, en tant qu'humain, on se dit, oui, mais d'accord, ok, mais ils vont en négocier. Rien n'est réglé, oui. Rien n'est réglé. Et le marché s'en fiche. Il a pris 10%. Ouais. Romain, c'est très Je voulais donner une précision sur la construction du mouvement. En fait, c'était très précis et très, très technique. On l'évoquait déjà il y a quelques temps, ce mouvement de consolidation. On sait que tous les grands mouvements de marché sont consolidés de 50 à 60% généralement. Quand on prenait la cible idéale, et on l'avait évoqué ensemble ici, c'était 4810 sur le S&P. Je crois qu'on s'est arrêté à 4836 au moment de la baisse. Donc c'était au contraire même de l'orfèvrerie et un mouvement qui était vraiment assez parfait techniquement et une réaction qui, en revanche... Sauf qu'il s'est fait en quelques heures, quoi. Mais voilà, qui est surréaliste. C'est monstrueux. Et le DAX est le plus monstrueux de tous. Ouvrir après un rallye comme ça avec un gap haussier mensuel, c'est monstrueux. Bon, alors on ne se rend pas compte, dit Jean-Louis. Qu'est-ce que vous dites? Non, mais quand on est sur le marché... c'est pour ça que vous êtes là, messieurs. C'est pas la théorie. Hein. On va essayer de mettre ça en perspective. Alors... D'abord, la hausse mensuelle du DAX et du Nasdaq, ce mois de mai, c'est la plus forte hausse de l'histoire. Sur une échéance mensuelle? Ouais. La plus hausse de l'histoire, la plus forte de l'histoire. Donc le Nasdaq, c'est quoi, 17%, c'est ça? Voilà, là on a passé le cap des 17. La dernière fois, c'était avril 2020. On fait 16,3. 16,3. Mais pour faire... On a fait mieux que la reprise Covid, alors. On a fait mieux que la reprise Covid, mais surtout, avril 2020... Taux ramené de 225 à 0. Ah bah oui. All-in monétaire. Oui. Ah bah il y a une réponse de Banque centrale. Milliards, et bien sûr. 1000 milliards par trimestre. Oui. Là, non seulement on n'a pas de all-in monétaire, il n'y a pas d'injection, on a une Fed qui ralentit petit à petit son quantitative tightening, mais qui reste quand même un peu restrictive. Les taux, non seulement ne passent pas de 225 à 0, mais il passe de 4,15 à 4,54. Et le 30 ans passe à 5%. Donc vous n'avez aucun des très très puissants dopants d'avril 2020. Et vous avez en plus de ça une hausse de taux.
Et vous avez, alors là aussi c'est unique et c'est du jamais vu, et je ne pensais pas que ça soit possible, de voir dans un mois, par exemple, un indice comme le Nasdaq enchaîner une série de 9 séances de hausse, enfin 9 moins 1 de consolidation à l'horizontale, puis une nouvelle série de 8 séances de hausse. Donc on est à 17 séances de hausse sur 20. Vous pouvez regarder sur 100 ans. 100 ans. On vous fait confiance, Philippe. 100 ans. Vous ne trouvez pas un seul indice qui a fait 17 hausse ou stabilité. Ah, même tout indice confondu. Ouais. Hausse ou stabilisation dans le mois, aucune consolidation sur 20. Ça n'existe Oh, mais pas. la situation exceptionnelle, Voilà. réaction exceptionnelle. Le DAX, alors, j'en ai une autre très très forte sur le DAX. La dernière fois qu'on a vu le DAX corriger une baisse de 25%, ah voilà, on est revenu en 2020. Donc le rebond commence le 18 ou le 19 mars. Et moins de 9 mois plus tard, et on était déjà complètement ébahis, le DAX avait effacé les conséquences du Covid. Ça, c'est le DAX est revenu quasiment à son niveau du 2-3 février avant le Covid, autour du 18 décembre. Il a fallu 9 mois. Un mois après les vaccins, quoi. 9 mois. Oui. Voilà. J'ai compté là, le DAX est remonté de 28% en 9 séances. Pas en 9 mois, pas en 9 semaines, en 9 séances. Vous prenez les 9 séances les plus haussières du DAX, vous les additionnez et vous êtes, à peu près à 28%. Tout ça, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Qui fait ce marché? Qui fait ce marché là? Mais c'est GameStop. Là, c'est GameStop. Vous prenez un truc en faillite, vous prenez des gens qui, d'un seul coup, se mettent à payer comme des optimistes forcenés, si j'ose dire. Les flux retail sont très importants. Très importants. C'est 40 milliards en avril. Et chaque semaine, le retail a augmenté son exposition aux actions américaines depuis le début de l'année. C'est un buy the dip permanent. C'est exactement ça. Et 50% des comptes qui sont acheteurs, en fait, ont été ouverts à partir de mars-avril 2020. Ce sont donc la nouvelle génération. C'est une génération qui n'a connu que le put Fed, que des V bottom, des reprises en V. Et pour eux, ça marche toujours. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est eux qui font le marché aujourd'hui. C'est qu'ils font le marché. Ils ont réussi à obtenir un V bottom, mais cette fois-ci, sans put Fed, sans taux ramené à zéro, sans quantitative easing, et même avec des taux qui ont pris 40 points. Si vous écrivez ça sur le papier en disant voilà ce qui ne peut pas arriver dans ces circonstances, et avec des droits de douane, je le rappelle, qui étaient de 2,5 au 25 mars dernier, parce qu'on est revenu à peu près au niveau du 25 mars pour tous les indices, sauf le DAX qui est au plus haut. Je rappelle qu'au 25 mars, les droits de douane mondiaux sont à 2,5. Aujourd'hui, au mieux, ils sont à 10. On est à x4. Donc ce que les marchés nous disent, c'est qu'avec des taux des droits de douane minimum de 10%, 4 fois supérieurs, ça ira mieux qu'avant. Avec des droits de douane à 30-40% sur la Chine, ça ira mieux qu'avant. Et aujourd'hui, effectivement, le droit de douane moyen appliqué par les États-Unis est de 16, 2,5, 16. Et les marchés nous disent ça va aller mieux qu'avant. C'est un marché de retail. Non, mais c'est intéressant dans la structure. Depuis 2020, on a l'impression que l'acteur marginal qui fait le marché, notamment aux États-Unis, c'est le retail. Et on l'a vu, tous les CTA, les hedge funds se désensibiliser maximum au risque tout au long du mois d'avril, quand le retail, lui, continuait d'augmenter son exposition actions américaines notamment. Et quand on regarde les plans d'investissement, c'est du Nvidia, du Amazon, enfin ça reste les Palantir, etc. Ça reste. C'est le DCA, on achète sur des niveaux systématiques, sauf que ça alimente des mouvements hyper rapides et hyper brutaux. Ah mais ça, en tant qu'opérateur de marché, les professionnels doivent bien le prendre en compte. C'est un nouvel acteur de marché qu'il faut intégrer quand même dans sa façon de gérer, de traiter aujourd'hui, j'imagine. Une fois en 2020, on pensait que c'était un accident. Qu'ils aient tort, qu'ils aient raison, c'est pas le sujet. Une fois en 2020, on pouvait penser que c'était un accident. Je pense que là, ça va créer un précédent parce que il doit y avoir des questions à se poser. Il y a des éléments qui sont techniquement et graphiquement revenus à zéro, et donc de quid, qu'est-ce qu'on fait pour l'instant? Alors, il y a un élément aussi qui est à prendre en compte dans des retracements éventuels, c'est le VIX que je voulais vous montrer. Oui, bien sûr, on a le graphe du VIX grâce à vous. On l'évoque régulièrement ensemble, le fait que le VIX comble toujours ses gaps. Or, il en a laissé un très gros sous 36 début avril, toujours ouvert. Et puis, il en a ouvert un en début de semaine dernière aussi. Celui-là est peut-être moins grave, il aura moins de conséquences.
on sait que le VIX comble toujours ses gaps. C'est pas toujours à très brève échéance. En 2021, le gap avait été comblé en 2022. Ça peut prendre un peu de temps. Mais il y a quand même cette épée de Damoclès et on peut s'attendre dans les semaines, mois qui viennent. Oui, les tensions sont pas terminées. Ben non, et ce mouvement aussi. Il y a d'autres sujets qui arrivent. C'était la plus rapide décrue de l'histoire aussi sur la VIX. Et du VIX aussi. Donc on assiste effectivement à des changements. Et ce flux retail va être à prendre en compte. Et c'est ce qui explique probablement en partie cette absence d'intérêt du côté des futurs. Et le fait que... Parce que le retail traite moins, pourquoi est-ce que le fait que ce soit un marché retail, c'est cohérent avec l'idée qu'il y a une absence d'intérêt? Je pense qu'ils sont plus sur les stocks directement, pas sur les futurs. C'est single stock spécifique. D'accord. Ça cible les choses. Et puis surtout, sur les contrats à terme, on a l'habitude de voir des mouvements qui se mettent en place, un peu de pression baissière. Là, on n'en avait pas eu un tout petit peu au début. Et à aucun moment dans la baisse, on a eu le temps de voir le nombre de contrats augmenter parce que c'est allé trop vite. Je vous vois faire la moue, Jean-Louis, depuis tout à l'heure. Non, mais je sais pas pourquoi vous parlez des retail comme ça, à ce point-là. Parce qu'on suit les flux retail sur le marché américain. Parce qu'ils n'ont aucune idée, aucun concept de quoi que ce soit. Alors ça, je ne sais pas. Ça, c'est toi qui le dis, Philippe. Moi, j'en sais rien. Je regarde des graphiques. Ils ont acheté à un moment donné à 5005, 5008, 5009, 6000 et 6100. Ils ont quand même vu 4000, 4008. Donc, les gros desks de trading américains, JP, Goldman, font le point là-dessus régulièrement. Et régulièrement, depuis le début d'année, et notamment au cours du mois d'avril, ils expliquent que c'est le retail qui achète chaque point bas de marché, quoi. Ouais, ils vont sur les ETF beaucoup, déjà. Ils achètent des single stocks aux États-Unis. Hein. Oui, mais il y a beaucoup de flux sur les ETF. Et après, il est vrai que sur les options, c'est un peu le casino. Et ils y vont assez fort aussi, puisque ce marché a explosé depuis des années. Gigantesque. Et aux États-Unis, quand vous regardez les PO... sur des deltas de 0,3 tous les jours, c'est là où elle est la plus forte en général quand ça. Mais ils y vont à fond. Voilà, il y a une grosse spéculation. Mais aujourd'hui, les marchés me semblent pas du tout anticiper les problèmes à venir, les dégradations probables de l'économie, des échanges et de toute la réorganisation qu'il va y avoir. Donc c'est un rebond de circonstances, là. Ni plus ni moins. Moi, sincèrement, je ne sais même pas comment le qualifier. Voilà, D'accord. Je ne sais pas. Parce que ça a beaucoup baissé, quoi. Donc ça remonte. Non, mais je peux pas le qualifier. Je m'y attendais pas du tout. À que ça soit aussi vieux. On s'attend à tout, ok. Ça fait quand on est là depuis toujours. Mais bon, en même temps, c'est ce que je dis. Il faut être un peu émerveillé par ce qu'on voit quand même. C'est-à-dire, si on fait ce métier, c'est qu'on aime un peu jouer avec les chiffres. Gardez un œil d'enfant. Voilà. Non, mais moi, je vais garder ça. Donc c'est pour ça que ça me fait pas peur de dire, je m'y attendais pas. Même si on sait que tout est possible. Alors, c'est un rebond. Ouais, j'ai du mal à le qualifier. Il est incroyable. Oui, par exemple. Pour moi, il y a eu beaucoup d'interventions d'initiés. La dernière intervention d'initié que j'ai vue, où là j'ai eu le temps de me gratter la tête et de me poser des questions, c'était juste avant l'annonce du vaccin. Quand le marché vaut 4850, à l'époque je m'en souviens bien, mais vous ne pouvez même pas imaginer. C'était une catastrophe. Le news flow, il était mais épouvantable. Mais on venait de 3008, hein. 4850, on avait stabilisé un peu à 4000, après un peu à 4004, bon, 4008. Je vois 4009. 4950. C'était un lundi, hein. On l'a vécu ensemble. On l'a vécu ensemble avec Romain. Je vois 5000. Et donc, du coup, techniquement, on déclenche un signal d'achat. Ça devait être 12h30. 5050. C'est ça, un lundi. Et vous me demandiez s'il y avait encore du potentiel haussier. Et je dis oui, effectivement. Et je donne une cible. Et la cible a été touchée. C'était 5% de hausse sur les indices en direct instantanément. C'était. Là, on l'a vu se construire parce qu'ils ont acheté à 4850, 4009. Mais là. Même pas, on n'a rien vu, là. Ça a été tellement violent. Mais de toute façon, je sais bien, ils interviennent via les options, les comptes à droite, à gauche. Mais là, c'est un summum de manipulation de marché. Bon, pour moi. Il y a un truc qui n'est pas revenu, c'est effectivement les marchés obligataires et le dollar. Parlons-en justement. Philippe. J'allais embrayer justement sur. On a un beau graphique du dollar aussi apporté par Romain. Donc le 30 ans au plus haut depuis automne 2023 et au plus haut depuis 2001. Ouais. Oui, enfin autour de 5%. Ouais. On a fait 5% dans la séquence Liberation Day. Hein. On a vu 5% sur le 30 ans et ça a tout de suite calmé un peu tout le monde. Donc là, on est revenu sur les pires conditions de taux depuis 20 ans. Ouais, ok. Donc ça veut dire que le marché immobilier aux États-Unis, là,
on vient de le recongeler. Le 30 ans hypothécaire, il est repassé à 7. À plus une transaction. La dernière fois qu'on avait atteint les 5, ça n'allait pas si mal que ça dans l'immobilier. On était en 2023. On venait d'avoir la poussée inflationniste, etc. Et il y avait encore des gens qui venaient acheter de l'immobilier. J'imagine qu'ils avaient un petit peu réduit la poche actions, obligations, et qui revenaient un peu sur l'immobilier. Là, on va avoir des taux à 7, avec le plus grand stock de biens à vendre depuis 2007. Ça va bien se passer. Et avec le plus grand nombre de retards de paiement sur des échéances de prêts hypothécaires, le plus haut montant ever. Voilà, c'est pire même que 2010. Voilà. Et ça, on n'en reparle pas. Bah si, on en parle. Non, et celui qui en parle, c'est Trump, et qui nous dit qu'il veut voir les taux et les taux longs baisser. Lui qui vient de l'immobilier. Et... Voilà. Il veut voir les taux longs baisser. Dans la feuille de route, Bessent, non, mais Bessent dit le marqueur KPI de marché, avant Liberation Day, ça a été très vite les taux longs. Les taux longs doivent baisser. Chaque fois que Trump demande des baisses de taux directeurs, c'est tout de suite pour dire je veux voir les taux longs baisser. Bessent vient tout de suite derrière expliquer qu'il veut voir les taux longs baisser. Il y a intérêt parce le dollar, c'est pas dit aussi explicitement. Bessent dit toujours on conduit une politique du dollar fort. On continue de conduire une politique du dollar fort. Alors que explicitement, l'administration Trump veut voir les taux longs baisser. Alors, 5% sur le 30 ans, 4,50. Maintenant, on va revenir un petit peu à 4,40, mais ça ne change pas grand-chose. On vient de découvrir que l'accroissement de la dette a été de 1 000 milliards depuis le début de l'année fiscale. Donc, octobre. Ça dérive, oui, ça continue dérive de dériver. 2 000 milliards sur 12 mois. Oui. Voilà, donc on sait le rythme, on est à peu près à 180 milliards de plus par mois. C'est complètement démentiel. Et surtout, si les taux sont à 4,40, ça va devenir intenable. Donc on a le plus gros encours de dette avec les pires conditions de refinancement depuis, je sais pas. Enfin, donc c'est normal de voir le dollar baisser. Le dollar va continuer de baisser. Alors là, pour l'instant, il est soutenu par les rendements, justement. Là. Ouais. Différentiel de taux, quand même. Il vient de rebondir. C'est une force de rappel. Mais comment les marchés tiennent alors que là, sur l'obligataire, on est à la 3e année de correction. C'est la plus longue de l'histoire, même 80, 81, l'épisode Volcker, ça n'avait pas duré 3 ans, la correction. Donc, ça perd des sommes colossales sur l'obligataire. Les réserves des banques qu'on veut maintenant abaisser aux États-Unis, mais là, il y a des pertes non réalisées absolument phénoménales sur les T-bonds américains. Enfin, il n'y a que des choses folles depuis que le marché a commencé à rebondir. Et puisqu'on vient sur l'obligataire, et je voulais vraiment en parler, le 30 ans japonais, ça existe. Oui. Et le 40 ans aussi, parce qu'au Japon, 30 ans, c'était trop court pour pouvoir acheter un bien à une époque. On avait créé du 40 ans. On est passé, là, en un an, de 1,70 à 3,40. C'est un doublement. Tout ça, ça se fait dans un silence et une indifférence totale. Mais il y a un moment où les taux à 30 ans à 3,30 et le 40 ans à 3,40, ça va finir par contaminer la partie basse de la courbe des taux. C'est-à-dire que même si la Doge veut absolument pas bouger avant la fin de l'année, les taux marchés, ils vont faire comme aux États-Unis. Ils vont commencer à dériver. Et là, le jour où les taux commencent à dériver au Japon, ça va littéralement retourner le carry trade. Si vous avez un yen qui repasse les 139, je le dis là, je l'ai déjà dit, si le yen repasse les 139 contre dollar, et après ça file vers 132, 125, etc., on va assister à un véritable apocalypse sur le carry trade. Hein. Voilà. On avait une petite répétition en la matière au cœur de l'été. Oui, en août dernier. Oui. Voilà. Sur le dollar index, là, vous êtes venu avec ce graphique, vue mensuelle. Qu'est-ce qui nous apprend ce graphe, Romain ? Pour l'instant, il nous dit que c'est baissier, mais et je le dis avec beaucoup de guillemets parce que le forex c'est difficile et je me trompe assez souvent. On était dans un grand range 101, 106 depuis décembre 2022 sur le dollar. On a fait une fausse sortie par le haut en décembre dernier. Je vous avais d'ailleurs proposé le retour à la parité sur l'euro à ce moment-là.
il n'a pas eu lieu, on n'était pas très loin, mais il n'a pas eu lieu, et on réintègre ce range et on en sort par le bas. Donc a priori, c'est baissier avec une fausse sortie par le haut. Donc la cible, normalement, elle se situe aux alentours de 95, c'est la duplication du range par le bas, tant qu'on est sous 101. Donc le schéma est plutôt baissier, mais encore une fois, je mets beaucoup de guillemets avec le Forex, qui est toujours un peu particulier à analyser, qui a des mouvements et des conséquences qui sont au-delà de la lecture graphique pure, souvent. Ouais. Sur l'eurodoll, Jean-Louis, là c'est le dollar index, mais sur l'euro-dollar. Oui, voilà. Alors, donc, ça nous montre que le dollar est faible, et c'est ce qu'on retrouve évidemment sur l'euro-dollar, avec un euro qui a plutôt bien performé ces derniers temps. Dans les circonstances actuelles, la Fed aura du mal à baisser ses taux rapidement. Donc déjà, c'est vrai que ça a permis qu'il ne décroche pas complètement, mais il y a une perte de confiance quand même vis-à-vis de la zone un peu américaine, enfin un peu de confiance sur la zone américaine. Et voilà, là, on piétine pas mal quand même sur l'eurodoll, autour d'un 12. Bon, c'est acheteur sur l'eurodoll. Voilà, on pourrait peut-être voir un niveau d'alerte. Le premier niveau, à 1,10 peut-être. Ça commencerait à faire des petits warnings. Attention, il se passe quelque chose. Donc, tant qu'on est au-dessus d'un 10, il n'y a pas de souci. Le retournement de tendance, il faut un peu plus de dérive horizontale ou un peu plus de... il faut attendre un peu avant de définir un niveau. Ce sera peut-être un 0,7, quelque chose. Mais non, le premier niveau. Moi, je regarde le premier niveau à partir duquel je me dis, bon, un 10, j'attends un signal fort à la vente, et, une indication du marché qu'il n'y a pas actuellement. On reste sur un signal d'achat. Bon, après, le Forex, ce sont des mouvements qui s'inscrivent beaucoup plus dans le temps. Un cycle baissier du dollar, oui, ça dure des trimestres et une paire d'années. Les monétaires qui sont mis en place. D'ailleurs, la volatilité de l'euro-dollar, par exemple, elle est en moyenne autour de 7, 8, peut-être 9 de temps en temps. Alors que les marchés actions, c'est le double, voilà, tout simplement. Et les marchés de taux. Encore plus. Je sais même plus. Avec tout ce qui tient à une la vol de l'actif sans risque est la vol la plus impressionnante aujourd'hui. Vous vouliez dire un truc sur l'euro-dollar, Philippe, non ? Oui, et puis revenir également sur les anticipations d'inflation, puisqu'on a eu un chiffre aujourd'hui même. Oui. Profitons-en. On en a même eu d'autres concernant l'inflation avant-hier. Là, aujourd'hui, dans l'enquête sur le moral des ménages, l'anticipation d'inflation aujourd'hui est à 7, est au-delà de 7. Elle est à 9 chez les Républicains et à 9 chez les démocrates et à 1 chez les Républicains. Voilà, mais parmi les personnes sondées, voilà, on est plutôt autour de... Il y a 8 points d'écart entre ce que pensent les Républicains et les démocrates quand on les interroge sur la question de l'inflation à 1 an aux États-Unis. Donc les démocrates, à mon avis, ont des voitures électriques, donc ils ne sont pas passés à la pompe, donc ils n'ont pas vu effectivement le prix du carburant baisser. Et là, je rebondis, bien sûr. Non, c'est les... Qu'est-ce que je dis ? Oui, c'est les Républicains qui ne voient pas d'inflation. Oui, c'est bien ce que je dis. Oui, c'est ça. Les démocrates, eux, ça ne les touche pas parce que eux, ils ont des Tesla, n'est-ce pas ? Ils sont planet friendly. Donc, ils ne sont pas passés à la pompe. Ils n'ont pas vu le prix du gallon retomber en dessous de 40. Et donc, ils ne voient pas que l'inflation, évidemment, va rester à 1 grâce à la baisse du prix des carburants. Sauf que ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que les États-Unis vont appliquer des droits de douane de 10% à tous leurs amis, ceux qui sont gentils, friendly, tout ce qu'on veut, c'est-à-dire Amérique du Sud, Royaume-Uni, l'Europe, on sait que, attention, la Suisse et l'Allemagne, ça va peut-être pas être que 10. Donc ça veut dire qu'on va bien avoir au moins 7 ou 8% de hausse des prix importés aux États-Unis, quoi qu'il arrive. Même avec les plus gentils, les amis des États-Unis. Quand ça va arriver de la Chine, si c'est toujours 25%, là, je peux vous dire que l'inflation, elle va quand même... Walmart ou d'autres ont déjà indiqué un peu ce qui allait se passer dans les étals des magasins d'ici la fin du mois de mai. Y aura-t-il des jouets à Noël, n'est-ce pas ? Voilà. Oui. Donc on est sur des anticipations d'inflation du marché qui, évidemment, sont totalement aux antipodes de ce que les indices boursiers attendent. Mais mieux, rappelez-vous que le 25 mars dernier, le Nasdaq est pas loin de ses records.
on n'est pas du tout sur des anticipations de récession aux États-Unis. On ne parle pas on parle pas de ce terme-là, puisqu'on commence à l'évoquer le 2 avril. Et là, aujourd'hui, on a un baril de Brent qui est à 64, qui était à 75. Donc, on a, par rapport au 25 mars, quand les choses allaient bien, on est quand même en baisse de 15%. Autrement dit, le marché de l'énergie... Alors, l'OPEP nous a fait une petite surprise aussi, en indiquant qu'il y aurait beaucoup plus de barils remis sur le marché que prévu à partir du mois de mai ou juin. C'est une différence importante. Il y a peut-être un message. Puis il y en a un autre aussi. Trump rentre triomphalement d'Arabie, Émirats, Qatar, avec 2500 milliards de commandes. Des cadeaux. 4 000 milliards, il revient. Ouais, bref. J'ai rapporté 4 000 milliards. J'ai rapporté 4 000 milliards. Oui. Mais ça veut dire surtout que pour l'Arabie Saoudite et notamment le Qatar, ils vont acheter des choses avec leurs dollars. Donc une fois qu'ils les auront achetés, ils en auront moins. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une façon assez sympathique de se délester de ces dollars et de ces T-bonds. On achète du Boeing, on achète quelques armes dernier cri. Ça coûte très cher, mais au moins on a fait quelque chose de ces dollars et après on verra s'ils les reprennent. Bah tiens, vous êtes venu avec Boeing aussi, Romain. Le graphique de Boeing. Mais oui, parce qu'il fallait montrer des choses positives, des trucs à faire, quoi. Des choses à faire et puis des changements peut-être dans le marché. Il y avait le CAC Small et puis il y a Boeing, effectivement. Ouais. Boeing, c'est intéressant la construction parce que c'est un titre qui est plombé pour les raisons qu'on connaît bien depuis 2020. Covid pour commencer, puis tous les problèmes techniques liés au 737 MAX. Qualité. Et graphiquement, c'était impeccable, bloqué entre 121 et 260,50. Et regardez la dernière impulsion baissière, celle du mois d'avril, elle n'est pas allée chercher 121. Et en plus, à l'intérieur de la structure, on forme une petite figure de retournement haussière avec du volume. Et le titre a rebondi de 60% depuis son point bas d'avril. Donc ça fait partie des titres qui ont de l'intérêt. Si en plus il y a des commandes, eh bien, il se pourrait que Boeing sorte de cette longue congestion et reparte. Donc un pari qui n'est pas encore validé. C'est le retour des morts vivants, quoi. Alors. Exactement. Et il y a pas mal. Et je pense que ça va être aussi le jeu maintenant. On voit, pour parler d'autres secteurs, que Burberry a bien publié, a bien progressé. Il y a une recovery possible. Richemont prend 7%. Mais regardez les valeurs du luxe à Paris aujourd'hui, elles sont à l'équilibre. On n'a plus cette dispersion, cet effet d'entraînement. Cet effet d'entraînement. Non, c'est très spécifique désormais. Picking, et il va falloir aller chercher des... Et CAC Small, alors, ça se passe mieux quand même. CAC Small, ça surperforme et c'est en train de sortir de cette longue congestion en triangle symétrique qui datait de juin 2022. On est, ça y est, sorti par le haut. Ça laisse un vrai potentiel haussier sur pas mal de dossiers, pas mal de titres. Donc là, encore une fois, à court terme, après la sortie, peut-être qu'on va avoir besoin de consolider un peu, mais le mouvement, et cette fois-ci... Mais là, le marché va aller chercher les losers, là. Alors les losers ou les bons dossiers? Les losers d'hier, oui. Alors voilà, ou les bons dossiers. Et c'est là où il va falloir trier. Il y a par exemple en ce moment un mouvement hyper important sur tout ce qui parle de crypto-monnaie. Tous les titres qui sont liés à la crypto-monnaie, eh bien, payent. Il va y avoir du tri à faire, évidemment, dans ces dossiers-là. Pour l'instant, c'est CBI, on a Blockchain Group qui ont explosé de 600% en quelques jours. Voilà, donc il y a du cash et il se passe quelque chose sur ce segment-là. Il va y avoir du tri à faire, il va falloir faire un peu attention, mais il y a quelques beaux dossiers qui sont manifestement payés et de l'intérêt. Sur les small, Jean-Louis? Sur les small, pas grand-chose à dire. Non, mais moi, ce que je regardais, c'est parmi... tout à l'heure, vous disiez, ils payent les losers. Et c'est vrai que même... Moi, j'aime bien regarder ABC, mais dans le groupe A, par exemple, les plus fortes reprises dans le mois, c'est Forvia, plus 35. Un peu comme loser, c'était une valeur qui s'était fait massacrer. L'auto, oui. OP Mobility, Montrigano, STM. Ouais. Pas l'auto, mais elle s'était fait massacrer. Bien sûr. Elle a repris quand même 27%. Stellantis a repris 27%, Soitec 23%. Bon, voilà, on voit qu'ils sont allés, en effet, chercher des valeurs qui étaient... Les plus massacrées, quoi. Voilà. Alors, en général... Et ça, c'est... Oui, ça... en général, quand on va chercher les valeurs comme ça, pas très, on va dire... C'est une prise de risque maximale. Sur le plan fondamental, c'est qu'on ne sait plus trop quoi acheter, quoi. Bon, alors c'est vrai qu'il y avait des Safran qui s'étaient cassé la figure, donc elle fait partie des reprises aussi importantes, et c'est une excellente, magnifique valeur. Mais il y a beaucoup de valeurs, il y a de quoi se gratter la tête. De toute façon, on le voit, hein. Tout à l'heure, tu citais Danred qui a rebaissé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est bien remontée, et puis... Et dès qu'il y a un peu de tension, dès qu'il y a un peu de doute, boum, il retape. Pareil, ça tient pas. Voilà, il tape très fort dans les deux sens, quoi. Et les small, dans les grands cycles, c'est souvent le dernier mouvement. Alors, ça peut mettre du temps, mais c'est en général quand on
C'est le dernier. Ouais, le CAC Small fait au moins 2 fois la perf du CAC là, aujourd'hui, depuis le début de l'année. C'est à peu près cet ordre de grandeur. Ouais. Donc voilà, mais ça peut durer. C'est pas c'est en tout cas un mouvement qui se met en place et qui cette fois-ci, a l'air plus solide que les autres. Mais bon, on l'a dit. Pas maison du monde. Alors, moi, je vais vous parler de la valeur de la semaine, du mois, du trimestre, de l'année, des 6 derniers mois. Rheinmetall. Oui. Rheinmetall, qui atteint aujourd'hui les 180% de hausse depuis le début de l'année, qui fait 2 fois 100% de hausse. C'est notre Nvidia. Voilà, c'est 100% de hausse depuis le 10 avril dernier, qui se paye donc aujourd'hui, en prenant l'hypothèse optimiste d'un chiffre d'affaires à 12 milliards en 2025, donc 2 fois celui de 2024, qui se paye quand même 6,5 fois son chiffre d'affaires. Aucune industrielle allemande, on en revient toujours à ça n'est jamais arrivé, aucune industrielle allemande ne s'est payé plus de 3 fois son chiffre d'affaires depuis, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé. Donc, je cite Rheinmetall parce que quand je vous parlais tout à l'heure de GameStop, on a l'impression que c'est un petit peu ça. Ouais. Les gars, ils sont sur GameStop, ils sont sur Rheinmetall, ils sont sur Palantir, ils connaissent rien, ils savent pas ce que la boîte fait, ils savent pas quels sont ses clients, ils ont des graphiques, ils ont des programmes et ils payent. Rheinmetall, ça ne peut pas s'expliquer, même si vous dites que l'Allemagne va mettre 5% de son PIB pour fabriquer des armes. Il y a très peu de valeur pure player de la défense, de l'industrie d'armement, donc c'est pas non plus un secteur massif en bourse, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelques valeurs. Pour 180% de hausse, fois 3,6 en 6 mois, cours multiplié par plus de 3,5. Voilà, vous pouvez prendre n'importe quelle méthode d'évaluation, vous ne pouvez pas expliquer, sauf si vous êtes dans un contexte GameStop. Bon, 30 secondes chacun, le mot d'ordre là, pour la suite. Stock picking, CAC Small, et garder du cash parce qu'il y a ces gaps qui sont un peu inquiétants. On va probablement devoir consolider et on va y voir plus clair à mon avis relativement rapidement, mais là il faut être un peu... La poussière n'est pas retombée, quoi. Non, pas complètement. Je suis pas forcément négatif, mais on est monté trop vite, très rapidement et on est très optimiste et il n'y a pas eu de soutien. Ça peut arriver, mais là, c'est pas lisible et il va falloir sélectionner vraiment les dossiers. Jean-Louis ? Moi, je dirais opportuniste et achat de volatilité. Qui a bien baissé, effectivement. Oui, on est complètement d'accord. Et moi, évidemment, je surveille le yen dollar, et je regarde aussi là la trajectoire des taux d'intérêt. Ça, c'est quelque chose qui écrase la prime de risque sur les actions et ça continue de payer. Bon, il y a un moment où je pense qu'il va se passer quelque chose. Il s'est passé quelque chose le 10 avril. Se passera-t-il quelque chose le 20 mai J'en sais rien. Bon, en tout cas, on sera là le 20 juin pour en parler. Messieurs, prochaine échéance mensuelle avec vous. Merci beaucoup Philippe Béchade, président des Éconoclasses, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct et cofondateur de l'Atelier des Options, et Jean-Luc Hussac, trader et formateur chez Perceval Finance Conseil. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, une fois par mois, le 3e vendredi du mois, à l'occasion de la journée d'échéance. Nous avons rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse pour un exercice de décryptage boursier, de pédagogie boursière. C'est Louis Yang qui est à mes côtés en plateau ce soir, cofondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Deux produits, 2 enveloppes là, qui sont en train de revenir un petit peu en grâce avec des promoteurs, des brokers qui remettent au goût du jour à la fois des contrats d'assurance vie ou des contrats PEA. C'est donc le match PEA assurance vie. Lequel choisir, pour quels objectifs et quel profil. On en parle avec vous. Louis, déjà entre assurance vie et PEA, quelle est l'enveloppe de placement la plus accessible, la plus facilement disponible ? Alors effectivement, c'est 2 produits historiques qui sont distribués par des banques traditionnelles, les banques en ligne. Mais c'est vrai que dernièrement, il y a eu pas mal de courtiers en ligne, de néo-courtiers, que ce soit bourse ou assurance vie, qui ont lancé des offres différenciantes, innovantes. Et en termes du coup d'accessibilité, je pense que les 2 sont au top. On peut vraiment trouver auprès de l'intermédiaire financier ce qu'on veut. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas
une enveloppe qui est meilleure que l'autre. Après, en termes de spécificité, le PEA, on peut en avoir qu'un par personne. Donc ça, c'est un point important. On peut le transférer. L'assurance vie, normalement, sur le papier, on peut le transférer. Dans les faits, c'est très compliqué. Ouais. Donc ça, c'est un petit bémol tout de même. Et après, en termes de disponibilité des fonds, contrairement à certains mythes qui continuent à rester, on raisonne souvent en 8 ans pour l'assurance vie ou en 5 ans pour le PEA, c'est pour l'avantage fiscal. C'est ça, oui. Donc, les fonds restent disponibles malgré tout, avant la période de 8 ans, si besoin. Tout à fait. C'est juste pas un PER, c'est pas bloqué. Voilà. C'est juste que vous n'avez pas l'avantage fiscal si vous cassez votre Exactement. Votre en sachant qu'il y a un petit avantage du coup pour l'assurance vie, c'est-à-dire qu'on sort, on n'a pas l'avantage fiscal, mais le contrat d'assurance vie avec lequel on a pris date perdure, alors que le PEA, s'il a moins de 5 ans, il est clôturé automatiquement. Donc du coup, il faut en rouvrir un et repartir avec une nouvelle date d'ouverture. D'accord. Entre assurance vie et PEA, qui est-ce qui propose ou qui donne accès au plus grand nombre de produits financiers pour investir ? Là, pour le coup, l'assurance vie. Très clairement, l'assurance vie, on a un panel très large. Alors, l'assurance vie, en fonction du contrat d'assurance vie, parce que chaque contrat d'assurance vie va être différent. Il reste toujours des contrats monosupport, même si ça devient quand même assez marginal, c'est-à-dire un contrat où il n'y a que du fonds euro. Il y a aussi des contrats où il n'y a pas beaucoup d'unités de compte disponibles, mais on va dire que si on part sur un contrat très innovant proposé par des intermédiaires financiers digital, là, à ce moment-là, on va vraiment avoir accès à des actions en direct, à des fonds, des ETF, des SCPI, des SCI, etc. Vraiment donc très large, versus le PEA, rappelons-le, c'est une enveloppe qui a été créée à la base pour soutenir les entreprises françaises, puis les entreprises européennes, de l'espace européen, et donc du coup, on est limité à ces entreprises qui ont leur siège dans l'espace économique européen, ou à des fonds ou des ETF avec des réplications synthétiques qui vont permettre d'aller chercher un petit peu plus de diversification, mais là, pour le coup, plutôt l'assurance vie. Plus de choix, effectivement, du côté de l'assurance vie. Entre l'assurance vie et le PEA, à quel type de gestion, à quel mode de gestion est-ce que je peux accéder, Louis ? Alors, on peut accéder à la gestion libre, c'est-à-dire on gère soi-même, à la gestion conseillée, c'est-à-dire qu'on passe les opérations, mais il y a un CIF qui va nous conseiller, donc un conseiller en investissement financier qui est souvent un gestionnaire de patrimoine. Et après, il y a aussi la gestion pilotée ou la gestion sous mandat, où là, on va laisser un professionnel, un gérant gérer pour nous en fonction d'un profil. D'un mandat qu'on lui a donné. D'un mandat qu'on lui a donné, soit en fonction d'un profil, ou soit en fonction d'une stratégie sur mesure, en fonction de l'intermédiaire et des avoirs que vous avez. Donc les deux vont avoir cette possibilité. L'assurance vie, il y a plus de contrats qui vont proposer ce type de gestion. Ça va être plus différenciant. C'est un classique même. Voilà, exactement. Ouais. Alors que le PEA, historiquement, et même maintenant, ça reste plutôt une enveloppe de gestion libre. Ouais. Même s'il existe de la gestion pilotée. Donc du coup, si on est plutôt gestion libre, égalité, si c'est de la gestion pilotée sous mandat, plutôt l'assurance vie, encore une fois, aller chercher du coup le contrat d'assurance vie qui va proposer les meilleures gestions sous mandat. Ouais. En termes de frais, entre l'assurance vie et le PEA, à quoi faut-il s'attendre ? Alors là, ça va être très différent en fonction de l'intermédiaire financier au niveau du PEA et de l'assurance vie. Là, au niveau des frais, c'est plutôt le PEA qui a l'avantage, notamment depuis la loi PAC qui plafonne en fait les frais, que ce soit les frais de transaction, les droits de douane, c'est un peu le sujet du jour, de tous les jours. Non, les droits de garde, parce que ça existe tellement presque plus, mais voilà, c'est plafonné, ou les frais de transaction, de transfert de PEA ou de clôture. Donc ça, c'est plafonné. Surtout qu'avec justement les nouveaux PEA, on va avoir des tarifs imbattables. Voilà, imbattables, pas de frais de transaction, des frais de clôture au plus bas et pas de droit de garde, évidemment. Et par contre, pour l'assurance vie, là, il y a un petit peu plus de frais, même si les nouveaux contrats, on n'a plus de droit d'entrée, d'arbitrage ou de clôture, il va y avoir quand même les frais de gestion. Et après, il y a aussi les frais des sous-jacents, donc du gérant pour le fonds, pour l'OPCVM, pour l'ETF, la SCPI, etc. Donc en matière de frais, là, c'est avantage PEA.
Ouais, sans photo, effectivement, pour le PEA sur la partie frais. En termes de fiscalité, qu'est-ce qu'on peut dire, effectivement, là aussi, de ce qui nous attend, qu'on soit en assurance vie ou en PEA? Du coup, là, c'est l'avantage de ces deux enveloppes. C'est clairement la carotte fiscale. Je l'ai dit au début, dans un cas, c'est 5 ans qu'il faut garder en tête. Donc, le PEA, au bout de 5 ans, il n'y a plus que les prélèvements sociaux, qui sont de 17,2% à payer. Il n'y a plus d'autres impositions si on sort après les 5 ans, en sachant que si on ne sort pas, il n'y a pas du tout d'imposition. C'est-à-dire que les plus-values qui sont générées ou les dividendes qui sont générés, donc ça, c'est vraiment ne sont pas taxés. Un gros avantage du PEA. L'assurance vie, ça a aussi ses avantages. Donc, au-delà de 8 ans, on a une fiscalité adoucie par rapport à la flat tax de 30% ou le barème de l'impôt sur le revenu. Donc, et en plus, on a des retraits possibles avec un abattement. Par exemple, pour une personne seule, on peut retirer en termes de gains 4 600 € tous les ans, sans taxation. Donc, c'est aussi avantageux, un petit peu moins que le PEA. Mais l'assurance vie, ça a l'avantage en matière de transmission. C'est ça. C'est aussi un outil de succession. Exactement. Vraiment de succession sans fiscalité lorsqu'on est sous 152 500 €. Donc ça, c'est vraiment un point fort que le PEA n'a pas. Ouais. Au final, qu'est-ce que vous dites? L'un et l'autre ne s'opposent pas, de toute façon. On fait le match, mais on peut avoir une assurance vie et un PEA. Voilà, on fait le match pour quelqu'un qui doit choisir. C'est-à-dire quelqu'un qui peut, qui a pas encore... Qui se dit, j'en prends un. J'en prends un, j'ai pas assez de capital pour aller sur les deux. Donc là, du coup, c'est en fonction du profil. On voit à peu près les grands axes. Si on est un peu gestion libre, on veut faire attention aux frais, PEA. Si on recherche plutôt de la gestion pilotée, sous mandat, avec une approche peut-être plus patrimoniale ou de succession, parce qu'il y a des avantages en matière de clauses bénéficiaires. Qu'on peut aussi, il y a des stratégies de démembrement. Enfin là, on est sur de la gestion de patrimoine, mais voilà, sur ce type de profil assurance vie. Donc s'il faut choisir, ça va être en fonction du profil. Et c'est vrai que si on a la possibilité d'avoir les deux, c'est très complémentaire. Des outils complémentaires. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup, Louis. Merci d'avoir été avec nous pour ce match, ou en tout cas, c'est différent. C'est l'intérêt du PEA et de l'assurance vie en fonction de votre profil d'investisseur. Louis Yang qui était avec nous, comme chaque mois, cofondateur du Café de la Bourse, invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr.